des dispositions du statut des chambres extraordinaires, ce procès devrait concerner plusieurs personnes. Parce que les statuts des chambres extraordinaires consacrent la responsabilité pénale à deux niveaux. À un niveau individuel et la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique. Mais alors, lorsque cette juridiction qui est censée, donc, lorsque l'on accuse quelqu'un que vous aviez commis, des crimes ont été commis sous votre régime. Parce qu'en réalité, c'est ça. On n'a jamais dit que le président Habré a tué de sa propre main ou a fait ces 40 000 personnes dont on parle. On a dit que ces 40 000 personnes ont été tuées sous son régime. Donc, aujourd'hui, la problématique de la responsabilité à son niveau, c'est la responsabilité du supérieur hiérarchique. Mais alors, si on articule une telle accusation, mais qui étaient les bras armés alors du président Habré? Qui étaient ces bras armés? Et au départ, l'ONG qui a fait ces enquêtes, entre guillemets, avait ciblé une liste de 120 personnes. J'ai dit 120. Mais lorsque la Chambre a voulu avoir accès à ces personnes, il y a eu un blocage par les autorités tchadiennes, et notamment le président Déby. Parce qu'en réalité, toutes ces personnes sont aujourd'hui fondues dans son administration et occupent des postes de responsabilité à des niveaux les plus élevés. Qu'est-ce à dire? Mais donc, il y a la justice de deux poids et deux mesures. Il y a une discrimination. Et cela est tellement vrai qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu le procureur Mbacké Fall, qui parle tous les jours d'ailleurs, hein, qui parle tous les jours. Je me demande d'ailleurs si les cellules de communication ont du travail. Et qui dit que non, nous avons lancé des mandats d'arrêt internationaux pour dire, oui, il faut arrêter toutes ces personnes. Mais ça, c'est une farce. Mais ça, c'est une farce. N'oublions pas que ces personnes sont au Tchad, et ils vont au Tchad. Ils sont allés au Tchad 3 fois, et ils projettent d'y aller une 4e fois. Et ils disent non, nous avons fait un mandat d'arrêt. Et lorsqu'ils vont au Tchad, est-ce qu'ils demandent si ces mandats d'arrêt sont exécutés ou pas? Non, on va au Tchad, on revient, on essaie d'accabler le président Habré. Ce procès est injuste. Ce procès est discriminatoire. Ce procès viole tous les principes qui doivent gouverner un procès. C'est-à-dire l'équité, la recherche objective des preuves et le respect des droits de la défense. Donc, voilà un autre élément. L'orientation de la procédure qui montre que cette instruction, ce procès n'est pas équitable. Un autre élément, c'est les victimes. Mais vous savez, lorsque vous arrivez dans un pays et que vous accusez quelqu'un d'avoir tué 40 000 personnes, mesurez bien le nombre, 40 000 personnes. Certains même disent 39 999 plus un Sénégalais. Ça fait 40 000. Mais, vous venez, vous faites ce qu'on appelle un appel à victimes, appel à candidature à victimes. Certains parlent d'offre publique de victimes. Vous dites, venez, demain, tous les victimes peuvent venir se constituer partie civile. Mais dans un pays où il y a des chômeurs, dans un pays où les gens ne travaillent pas, et dans un pays où, dans un procès, on peut gagner quelque chose, on le dit, il y a un fonds d'indemnisation. Mais n'importe qui vient. Tout le monde. Et croyez-moi, quand j'ai entendu hier que 522 victimes ont été entendues, j'ai dit bien 522. Les chiffres sont importants dans ce procès. 522 victimes.
entendu, qui se poursuit par civil. Alors qu'on a dit qu'on a tué 40 000 personnes. Mais regardez l'écart entre le nombre de victimes qui se sont constituées par civil et le nombre de victimes qui seraient morts ou disparus. Mais il y a un problème. Cela montre tout simplement que, aujourd'hui, dans ce procès, on a une obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est quoi? C'est arriver à faire condamner M. Hissène Habré pour assouvir le dessein inavoué du président Idriss Déby. C'est ça la question, c'est ça la problématique qui est réglée à travers ce procès. Je vais terminer, parce que je ne veux pas abuser du temps, pour laisser la parole à mes confrères, sur un dernier point. Sur le financement, je pense que Maître Serve reviendra sur ça. Mais je veux simplement terminer pour louer un peu une décision qui est tombée avant-hier. C'est la décision, et qui vous concerne, vous tous les journalistes, c'est la décision du CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui a rendu un avis pour dire que ce procès ne devrait pas être radiodiffusé, radio-télévisé. Et je loue cet organe parce que c'est pour montrer aujourd'hui encore qu'au Sénégal, il y a des institutions qui font leur boulot correctement. Et cela, ils l'ont bien motivé quand j'ai lu la décision. Et immédiatement après cette décision, bien entendu, le procureur a bondi de son siège pour encore dire non, nous allons le faire, nous allons le faire. Mais dis donc, il faut commencer par respecter les institutions de son pays. Le CNRA fait partie de l'arsenal institutionnel du Sénégal. On ne peut pas dire que l'accord, les statuts des chambres extraordinaires devraient prévaloir sur un avis du CNRA. Pourquoi? Parce que de la même manière que le statut des chambres extraordinaires renvoie aux dispositions du Code de procédure pénale, il faut combiner donc ces dispositions du Code de procédure pénale avec les dispositions des statuts des chambres extraordinaires. Et dans notre Code de procédure pénale, il est catégoriquement interdit de prendre des images au cours d'un procès. Mais cela, nous le comprenons parce que l'attitude du procureur Mbacké Fall est constante, il est dans sa logique. Lorsque vous vous permettez de tutoyer un ancien président au cours d'un procès, de l'appeler de par son nom, vous ne dites même pas monsieur, vous dites Habré, vous dites Habré, cela traduit un certain état d'esprit. Or, pour terminer, je veux dire que la justice doit être sereine. La justice ne doit pas avoir d'état d'âme. La justice doit être objective. La justice doit être juste. Je vous remercie. C'est-à-dire depuis maintenant près de 9 mois, pour apporter la preuve de ce que nous affirmons depuis le début de cette procédure, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à l'exécution d'un mandat politique mis en œuvre par un trio, un clan politique composé de 3 personnes, le président de la République, Madame Touré, qui a été rejoint par l'avocat des parties civiles, qui se drape aujourd'hui de la toge de ministre de la Justice. Ce clan politique exécute un mandat délivré par d'ex-puissances coloniales, la France, la Belgique, les Pays-Bas,
et avait besoin pour cela de mettre en place des chambres extrajudiciaires financées par l'auteur du coup d'État, Idriss Déby, couvert par l'Union africaine. Idriss Déby qui campe aujourd'hui en maître de l'enquête, en financier des chambres. Idriss Déby achète la justice du Sénégal. Et comme vous le savez, non seulement il est le maître de l'enquête et le financier de la procédure, mais comme si ça ne suffisait pas, il s'est aujourd'hui constitué, au nom de l'État tchadien, partie civile dans cette affaire et a annoncé en plein Conseil des ministres, voici 2 jours, qu'il n'y aura pas d'extradition du Tchad vers le Sénégal, contredisant les propos délirants de M. Mbacké Fall, qui, comme on l'a dit, parle tous les jours et raconte n'importe quoi, puisqu'il a indiqué qu'il a eu tous les accords et toutes les assurances de faire en sorte que ce procès soit un procès où puissent comparaître plusieurs personnes. Aujourd'hui, celui qui a acheté l'arrêt de condamnation du président Habré affirme, grosso modo en disant aux Sénégalais, aujourd'hui j'ai payé, vous rendez le service, vous assurez la condamnation d'Hissène Habré, vous vous débrouillez, moi je n'ai pas envoyé de Tchadiens sur le territoire sénégalais. Pourquoi? Eh bien parce que le risque est grand pour moi, ce qu'il ne dit pas, que si j'envoie des Tchadiens au Sénégal, ma responsabilité personnelle pourrait être mise en cause, et puisque j'ai payé la justice sénégalaise pour faire ce procès, il n'est pas question que ma responsabilité personnelle soit mise en cause. On vous a expliqué le ciblage de ce procès. Moi, ce qui me frappe, c'est que le président Macky Sall affirme, depuis des mois, depuis son élection, comme si c'était une grande priorité, qu'Hissène Habré aurait un procès équitable. Comment le président Macky Sall peut affirmer qu'il peut y avoir un procès équitable? Est-ce que le président Macky Sall n'est pas entouré de juristes qui peuvent lui expliquer que le procès ne se déroule pas aujourd'hui, mais qu'il y a une instruction, et qu'il ne peut pas y avoir de procès équitable sans avoir une instruction équitable? C'est les bases juridiques de tout arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il conviendrait de lui susurrer aux oreilles, et qu'il ne peut pas y avoir d'instruction équitable s'il n'y a pas d'enquête équitable. Qu'est-ce que nous avons dans cette affaire? On a, et on en a parlé à l'instant, les déclarations absolument abracadabrantes de M. Mbacké Fall, le procureur général, qui viole la loi à chacune de ses interventions, violant le secret de l'instruction, violant la présomption d'innocence, violant les réserves qui s'imposent à tout magistrat. M. Mbacké Fall campe aujourd'hui, je l'affirme solennellement, comme l'œil de N'Djamena dans la justice sénégalaise. Pour la raison simple, c'est que M. Mbacké Fall a une mission qui est celle d'assurer la condamnation d'Hissène Habré, et qu'il affirme, depuis sa première mission au Tchad, qu'en définitive, Idriss Déby n'a rien à voir dans cette affaire. Comment un magistrat qui n'a pas fait la moindre enquête et qui se rend au Tchad peut affirmer, au tout début de l'enquête, avant même la première commission rogatoire des juges, qu'Idriss Déby n'a aucune implication dans cette affaire, alors que chacun sait qu'il était responsable des services de sécurité et qu'il était un des commandants principaux de l'armée tchadienne? Comment peut-il affirmer ça, si ce n'est parce qu'il a un mandat délivré par les autorités tchadiennes, assumé et conforté par les autorités politiques sénégalaises, d'assurer la condamnation d'Hissène Habré? J'en veux pour preuve toutes ces déclarations dans cette affaire, depuis l'origine, dans laquelle il est venu dire à un procureur tchadien qu'il était venu instruire à charge et que si ce dernier n'était pas content, il n'avait qu'à quitter la salle. Et on sait que ce procureur tchadien, le procureur de la République de N'Djamena, a été éliminé de cette procédure et a été renvoyé au nord. Comment se fait-il que ce même procureur Mbacké Fall a indiqué à la fin de la première commission rogatoire qu'il y avait d'ores et déjà des éléments suffisants pour assurer le renvoi devant la cour d'assises du président Habré, alors que les juges d'instruction n'avaient pas encore enquêté, entendu les victimes, entendu les témoins?
Je mets en cause la responsabilité de M. Mbacké Fall, personnellement, et on vous parlera dans un instant de la plainte que nous avons déposée à son encontre. Nous sommes dans un régime d'impunité totale, où ce magistrat fait déclaration tous les jours, ne respecte même pas les juges chargés d'enquête, passe des accords avec les avocats des victimes pour assurer la mise en œuvre d'une condamnation médiatique orchestrée avant même la mise en œuvre de ce procès. Violation de la présomption d'innocence, violation du secret de l'instruction. L'ensemble de ces éléments montrent, et aujourd'hui on accuse même dans sa dernière déclaration, que tous ceux qui toucheraient de l'argent du président Habré seraient poursuivis pour recel. Mais qu'est-ce qu'on va poursuivre pour ceux qui touchent de l'argent d'Idriss Déby et du Tchad? Qui aujourd'hui? Est-ce qu'on va poursuivre la presse pour avoir passé des contrats avec un consortium pour aller se rendre au Tchad parce qu'ils auront reçu de l'argent du Tchad? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? M. Mbacké Fall raconte n'importe quoi. Un élément me paraît très important dans ce dossier, et de signaler l'ensemble de la collusion de la magistrature sénégalaise avec le régime Déby, un travail qui est exercé au Tchad, où l'on voit l'ensemble des juges se rendre dans les commissariats de police, de la police politique de Déby, pour entendre les plaintes, soi-disant les plaignants, les prétendues victimes, etc. etc. Qu'est-ce que c'est de cette collusion où l'on va entendre des prétendues victimes ou des prétendus témoins dans des lieux où les organisations des droits de l'homme disent qu'aujourd'hui le régime torture? Qu'est-ce que ça veut dire que dans un pays, on fait des commissions rogatoires alors qu'on sait qu'il y a 13 millions de Tchadiens et que sur 13 millions de personnes, on n'a pas trouvé une personne, même à visage caché, qui ose témoigner à décharge en faveur du président Habré? Il y a à l'évidence, et on en a parlé à l'instant, la violation des accords de création des chambres. Il n'était en nullement question de poursuivre uniquement Hissène Habré. Voici 9 mois qu'il est détenu avant même toute enquête. Et aujourd'hui, nous savons, par la dernière déclaration d'Idriss Déby, qu'il n'y aura pas d'autres personnes. Ça veut dire que toutes les déclarations de Mbacké Fall sont des mensonges. Il prétend d'ailleurs, il le prétend à cette dernière déclaration aux populaires, ce serait extrêmement difficile d'avoir un procès avec plusieurs accusés, c'est lui qui parle. Et il dit à plusieurs reprises récemment que les juridictions tchadiennes se débrouillent, que les juridictions tchadiennes examinent les responsabilités domestiques d'un certain nombre de personnes. Et là, nous sommes, comme nous l'avons dit, dans l'exécution d'un mandat politique, celui qui vise la condamnation du président Habré et pointe à la ligne, pas d'autre chose. Qu'en est-il de ces 120 responsables que M. Reed Brody a indiqués et qui ne sont toujours pas entendus? Quelle est la responsabilité de ce M. Banjoum Bandoum qu'on promène ici pour faire des déclarations contre le président Habré et qui affirme sa qualité de tortureur et qui est réfugié politique en France? Donc ça veut dire qu'il a menti en France pour obtenir le statut de réfugié politique et qu'on promène ici et qui bénéficie donc d'une immunité totale. Tous ces témoins insiders qui détiendraient des informations contre le président Habré n'ont pas été entendus. Et ils n'ont pas été entendus parce qu'à l'évidence, on ne veut pas que l'enquête se déroule au Sénégal. On ne veut emmener personne ici, ni ces témoins. On ne veut pas les renvoyer. D'où ces libérations dont chacun se plaint aujourd'hui. Beaucoup de personnes arrêtées, beaucoup de mandats d'arrêt prétendus. Et puis on s'aperçoit qu'en sous-main, on ordonne des libérations parce qu'on ne veut pas que ces personnes viennent au Sénégal témoigner pour la responsabilité personnelle d'Idriss Déby. Et c'est défendu par Mbacké Fall, qui dit « mais quand on libère quelqu'un au Tchad, on n'a pas besoin de notifier à son avocat ». Même les avocats des personnes qui ont été libérées n'ont pas été informés. Il y a donc là un véritable problème dans l'organisation de cette enquête. Et je vois encore la main de M. Mbacké Fall, qui est présent lors des auditions des témoins au Tchad, prétendus témoins, alors que, comme vous le savez, contrairement à ce qu'il dit ici, dans l'enquête, le procureur général ne peut pas participer à l'audition d'un témoin. Il peut être présent lors de l'audition d'un inculpé ou lors de l'audition d'une partie civile. Je voudrais faire un autre dégagement maintenant qui est très important. C'est sur la responsabilité des ONG. Comme vous le savez, nous avons une affaire où nous nous plaignons du fait qu'il n'y a pas d'enquête sérieuse. Il n'y a pas d'enquête indépendante faite par des magistrats. Et en fait, pour une raison très simple.
c'est que nous avons une enquête qui a été faite en amont par Human Rights Watch et par la FIDH. Et qu'en définitive, les juges se contentent, à travers un certain nombre de procès-verbaux, d'entériner cette enquête. Ils ne font pas leur travail de juge indépendant, de vérifier chaque déclaration de victime, de confronter les témoins, etc. Ce n'est pas un travail d'instruction. Ils sont là pour enregistrer dans un procès-verbal judiciaire ce qui a d'ores et déjà été concocté par les organisations des droits de l'homme. Vous pourrez vous dire, Madame, Messieurs les journalistes, que les avocats d'Hissène Habré parlent beaucoup. Je voudrais pour la première fois produire un document extrêmement important qui conforte la preuve de ce que nous affirmons depuis le début. C'est-à-dire que nous sommes dans un procès politique, nous sommes dans un procès ciblé, et nous sommes dans un procès où il ne peut pas y avoir d'enquête impartiale. Ce document apporte la preuve d'une collusion entre l'organisation de Human Rights Watch de Reed Brody et les services de sécurité tchadiens. Ce document que je montre à la télévision est daté du 30 juillet 2001. C'est un document qui émane de la présidence de la République, le conseiller à la sécurité. Ce conseiller s'appelle Mahamad Fadoul Makai. Vous vous rappelez certainement de la fadaise, au terme de laquelle M. Reed Brody, se promenant au Tchad, invité, aurait découvert des milliers de documents totalement par hasard, 10 ans après les faits, dans un vieux commissariat en plein milieu de la poussière. Vous vous rappelez de ces faits, de cette personne qui se veut, avec toute son autorité, de membre d'une organisation des droits de l'homme, qui se combat avec courage, etc., etc. Qu'est-ce que dit ce document? Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il est autorisé aux responsables de l'Association des victimes des crimes et répressions politiques au Tchad et 2 avocats de Human Rights Watch et de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Mme Kolouris et Mme Schottman, d'accéder aux locaux de la DDS le mercredi 1er août 2001 à 10 h. Ils voudront, et la phrase est importante, ils voudront reconstituer les archives en vue de futures consultations. Toute l'équipe, et une équipe d'avocats de droits de l'homme, d'organisations de droits de l'homme, sera dirigée par le capitaine Kouti Baba Ahmed Léo, chef de service de sécurité auprès du conseiller à la sécurité du chef de l'État. Toute l'affaire Hissène Habré, elle est là. Elle est là dans une enquête qui est manipulée dès le départ, où on découvre par hasard de prétendus documents dont on n'a toujours pas les originaux, contrairement à ce qu'on nous a affirmé ici, et qui sont réorganisés, classés, redécouverts 10 ans après, et contrôlés par leur travail, par le patron des services de sécurité. Comment on peut être un avocat des droits de l'homme, avoir envie d'assurer la mémoire, la justice, la réconciliation au Tchad, et de travailler sous l'autorité d'un conseiller à la sécurité dans un régime dont la propre organisation dénonce depuis 1990 les violations des droits de l'homme, les tortures, les condamnations, les viols. Comment on peut travailler en tant qu'organisation Human Rights Watch, et je mets en cause là la responsabilité de Reed Brody, dans une telle ambiance où, en définitive, cette enquête qui sera confortée par nos juges sénégalais aujourd'hui a été, dès le départ, manipulée par les services de sécurité tchadiens. Et donc on voit quoi? On voit des organisations des droits de l'homme tout au long de cette enquête. Rappelez-vous Alioune Tine, qui a disparu aujourd'hui, grand professeur à l'université ici, devenu un des prêtres des droits de l'homme au Sénégal, et dont on ne parle plus. Il est président d'une organisation ou d'un consortium de consultation des droits de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il avait dit dans cette affaire? Qu'est-ce qu'il avait dit en définitive? Il s'était rendu à plusieurs reprises au Tchad. Et il avait dit, oui, mais en définitive, les prisons tchadiennes, c'est pas si mal que ça. Il est intervenu dans un arbitrage, dans un conflit au sein. Comment des organisations des droits de l'homme peuvent se trouver à la suite de voyages, impliqués dans des problèmes qui génèrent de l'argent, dans des arbitrages? Qu'est-ce que nous dit Hassan Diomandioy il y a quelques jours, dans lesquels il nous dit, mais en définitive, l'État tchadien, vous nous reprochez le financement, mais l'État tchadien et la personne de Déby, ce n'est pas la même chose. C'est comme si vous m'accusiez qu'Obama finance parce qu'il paye, etc., à travers le budget. Ah bon, les États-Unis et le Tchad, c'est la même chose? Est-ce que vous avez entendu M. Kedzabo, il y a quelques jours, sur Question Directe,